Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Plume de Doctorant. Aujourd'hui, nous recevons Louis Fortan, doctorant en histoire contemporaine en co-tutelle à l'université de Lille et de Louvain, thèse qu'il mène sous la direction de Stéphane Michonneau et de Roel van de Winkel. Louis Fortan, bonjour. Bonjour. La thèse de doctorat que vous menez actuellement s'intéresse au service de propagande allemande en Belgique et dans le nord de la France entre 1940 et 1944. Pour commencer notre podcast, qui s'adresse notamment aux doctorants, aux étudiants en histoire, dont certains envisagent peut-être un doctorat, pourriez-vous retracer le cheminement qui vous a mené à ce sujet particulier ? Oui, bien sûr. En fait, c'est assez particulier parce que justement, moi, je ne prévoyais pas de faire une thèse à l'origine. J'avais bien aimé faire de la recherche quand j'avais fait mon mémoire, etc. Mais je ne pensais pas me lancer là-dedans parce que j'ai fait mes études en Belgique. Et en Belgique, c'est assez compliqué d'obtenir un financement pour faire un doctorat. Et c'est très dur de le faire même sans financement. Donc, je n'avais pas du tout envisagé cette carrière. Et moi, je me destinais plutôt vers un truc comme soit les relations internationales ou l'édition. J'avais toujours bien aimé écrire, et donc je voulais travailler là-dessus. Et plutôt, notamment, refaire un peu d'histoire militaire, etc. Plutôt avec une approche assez sociologique, notamment en utilisant mes lettres de soldat allemand, dont on parlera plus tard. Mais finalement, c'est en parlant avec mon ancien directeur de mémoire qu'il m'a parlé d'une ouverture, justement, d'un poste. Parce que donc vraiment ce projet-là, c'est pas moi qui l'ai monté, c'était l'idée du professeur Roel van de Winkel à la KU Leuven, qui s'était dit, il y a personne qui a travaillé sur ces services de propagande, c'est dommage, il faudrait lancer une thèse là-dessus. Et il a essayé d'obtenir des financements en Belgique, il ne les a pas eus. Et ensuite il a contacté donc Stéphane Michonneau, le professeur de l'université de Lille, qui lui par contre a donc essayé de faire financer ce projet en France, et il a obtenu des fonds de la région Hauts-de-France, et donc pour moitié de la région de France et moitié de l'université de Lille, ce qui a permis donc de lancer le projet. Et donc ils cherchaient un doctorant, ils avaient un projet sans doctorant, et c'est à ce moment-là donc, que j'ai postulé et que j'ai eu le poste. Et donc voilà, ça fait 3 ans, enfin maintenant c'est la 4e année, mais pendant 3 ans on était financé par la région de France, et depuis octobre on est financé donc par la KU Leuven, qui a repris, on va dire, la suite de la bourse après la fin du contrat de 3 ans. Donc c'est comme ça que j'ai atterri en doctorat. Alors, très rapidement, avant d'entrer dans le cœur de votre sujet, est-ce que vous pourriez revenir sur le contexte de l'occupation militaire en Belgique et dans le nord de la France, telle qu'elle s'amorce en 1940 ? Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, ce qui est particulier avec la Belgique et le nord de la France, c'est que quand les Allemands arrivent en 1940, c'est pas la première fois qu'ils occupent le pays, c'est déjà c'est la deuxième en 25 ans. Parce que la Belgique, en tout cas une partie, sauf une petite bande de territoire sur la côte, a été déjà occupée en 1914-1918. Et c'est le cas aussi pour une partie du nord de la France, avec notamment la région de Lille et une partie du bassin du Pas-de-Calais, qui ont donc déjà connu une invasion allemande, connu une période d'occupation d'environ 4 ans. Donc c'est déjà une des particularités de ce territoire. Et en plus, c'est aussi un territoire qui est morcelé, qui a donc une série donc de régions différentes, hein. On y parle 2 langues, on y parle le néerlandais et le français, et qui aussi chevauchent donc 2 frontières nationales. Et ce qui est aussi spécifique au cas de la Belgique et du nord de la France, c'est déjà donc en mai 1940, quand les Allemands l'envahissent, ils y installent une administration d'occupation, et une administration qui est militaire. Et donc c'est déjà aussi différent parce que donc, sous le Troisième Reich, il y a 2 types, on va dire globalement, d'occupation. C'est une occupation civile et une occupation militaire. Quand c'est une occupation civile, c'est en général un haut fonctionnaire du parti qui est mis à la tête. Et en général, il y a aussi plutôt une idée d'annexion, en tout cas future. Et c'est le cas notamment aux Pays-Bas, en Norvège, et aussi donc dans le gouvernement général qui est la Pologne occupée, où il y a vraiment donc un membre du parti nazi qui est en place. Par contre, en Belgique et dans le nord de la France, comme en France à Paris, c'est une administration militaire, et donc c'est vraiment l'armée allemande qui garde la main sur l'occupation. Et donc le parti est théoriquement, et donc toutes les émanations du parti, notamment la SS, etc., sont théoriquement
écarté de cet appareil d'occupation. Bon, dans les faits, ce ne sera pas vraiment le cas, mais c'est en tout cas la théorie, et c'est ce qui fait aussi une des grandes spécificités donc, de ce territoire. Et pourquoi le nord de la France est rattaché à la Belgique et pas au militaire Befehlshaber de Paris? Ça, c'est en fait l'idée, à l'origine, quand l'administration est mise en place, la campagne est toujours en cours, c'est-à-dire que notamment le reste de la France n'est pas encore occupé, et donc à ce moment-là, il est déjà rattaché au gouvernement de von Falkenhausen, qui est donc le gouvernement militaire, qui s'installe à La Haye puis à Bruxelles. Et ça va rester, les deux départements vont rester annexés, parce qu'à l'origine, il y a aussi le Luxembourg, hein, mais qui va une fois ensuite après être annexé par le Reich. Et de facto, on va le laisser sous l'administration de Bruxelles, et c'est aussi notamment dans une idée d'affaiblir la France. Il y a aussi des idées très complexes, parce qu'en fonction des services, c'est différent, ils ont des idées différentes, mais est-ce que on n'annexerait pas le Nord-Pas-de-Calais à l'Allemagne, à la Flandre? Il y a toute une série d'idées qui courent, mais qui ne seront pas appliquées, et c'est aussi un moyen de faire du chantage avec Vichy, en fait, hein, de négocier donc avec Vichy, si vous lâchez du lest sur cette question, on vous laisse revenir un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, d'obtenir des nouvelles compétences dans ces régions qui sont coupées du reste de la France, normalement. Et c'est aussi ça, la grande différence dans cette région, c'est que dès juillet 1940, Hitler repousse une décision sur l'avenir politique de la Belgique et du nord de la France à l'après-guerre, donc pour lui, à la victoire allemande. Et donc, il y a un énorme flou sur qu'est-ce que va devenir la Belgique, qu'est-ce que va devenir le nord de la France, qui va être un grand défaut aussi pour les services de propagande, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment leur vendre un futur, parce qu'ils savent eux-mêmes, ils peuvent pas s'engager et donc les collaborateurs vont les laisser libre cours à leurs idées. On aura notamment Léon de Grelle, un collaborateur francophone qui aura sa grande idée de nouveaux Pays-Bas bourguignons. On aura les Flamands qui rêveront d'une grande Néerlande, hein, donc vraiment un pays qui réunifierait les Pays-Bas, la Flandre et le nord de la France, qui pour eux est la Flandre du Sud. Et donc ça va laisser cours à toutes ces idées, alors que par contre la propagande alliée, elle a des choses à offrir en disant, ben voilà, si nous on gagne, on revient au statu quo, on revient à ce qui s'est passé avant 1940, et ils ont des choses concrètes à dire, quoi. Et donc justement, ces services de propagande qui s'installent avec cette occupation, vous les étudiez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous revenir sur les sources que vous mobilisez pour cette étude? Et est-ce qu'il s'agit de sources uniquement allemandes, ou avez-vous d'autres sources? Les sources allemandes sont évidemment on va dire le gros des sources que je mobilise, notamment les sources donc d'institutions, hein, déjà de l'administration d'occupation, mais aussi des autorités de Berlin, hein, dont dépend ces services de propagande, le ministère de la propagande de Joseph Goebbels, et aussi l'état-major de la Wehrmacht, hein, l'OKW, qui ont aussi une section propagande militaire, un Wehrmacht Propaganda, qui aussi a une tutelle sur ces services de propagande. Donc toutes ces archives-là sont très intéressantes, mais donc ce sont des archives allemandes. Pour les services d'occupation, c'est plus compliqué, parce que beaucoup a été perdu, beaucoup a été détruit, même si, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il n'y a toujours pas d'études sur les services de propagande, c'est parce qu'on a longtemps pensé que ces archives étaient totalement détruites ou disparues, sauf les rapports d'activité mensuels qu'ils envoyaient à Berlin, et évidemment, eux se vendent, etc. Donc, ça, ce sont évidemment des sources qui sont importantes, mais d'ailleurs, on réalise qu'il y a moins de choses qui ont été détruites qu'on ne l'a pensé, il y a encore beaucoup, en tout cas, sur ces services de propagande. Mais ça reste évidemment les sources internes, et donc, une autre source que je mobilise beaucoup, ce sont les procès pour collaboration, donc les procès de collaborateurs qui sont jugés par les justices belges et françaises après la guerre, parce qu'évidemment, tous ceux qui ont travaillé à la propagande, les Allemands chapeautaient, mais les exécutants, c'était des Belges et des Français, des journalistes, des acteurs culturels, des cinéastes, des poètes, des auteurs, etc. Et aussi des firmes, hein, des sociétés d'imprimerie, qui imprimaient les affiches, les tracts, etc., qui s'occupaient de la distribution des journaux, qui s'occupaient de la distribution des informations, hein, comme des agences de presse. Donc tout ça constitue aussi un vaste champ d'investigation. Donc ça, ce sont, on va dire, les sources qui sont du côté des occupés, en tout cas des collaborateurs et des Allemands.
Mais j'essaye aussi d'aller voir donc de l'autre côté de la barrière, notamment pour essayer d'évaluer cette réception de la propagande qui est toujours très difficile à appréhender. Et donc là, j'essaye d'aller voir du côté des occupés en me basant sur des journaux intimes quand il en existe. Hein. On a essayé, on a eu toute une recherche en collaboration avec l'UC Louvain là-dessus sur ces journaux intimes d'occupés en Belgique et dans le nord de la France, en essayant d'en trouver un peu partout, essayer de couvrir toutes les couches de la population, ce qui est compliqué évidemment, parce qu'en général ce sont des gens plutôt instruits, qui sont dans les villes en général, et donc ça c'est aussi un biais. Et on essaye aussi d'utiliser donc les sources alliées, notamment parce qu'eux aussi essayent d'évaluer l'état de l'opinion publique en territoire occupé. Donc les Britanniques le surveillent, mais aussi les services de renseignement de la résistance essayent de dresser des états de l'opinion publique. Donc toutes ces sources, évidemment, constituent le corpus en fait, pour essayer de voir des deux côtés de la barrière de cette propagande allemande. C'est un véritable océan documentaire. Oui, c'est gigantesque, c'est très compliqué de s'y retrouver. Mais il y a énormément de choses, mais c'est très intéressant aussi. Alors du coup, nous avions prévu une question sur l'historiographie. A priori, elle est assez légère. Non, en fait non. L'historiographie, elle est justement très dense, parce que ça reste évidemment une histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle a fait couler beaucoup d'encre, les occupations aussi, et donc elle est fragmentée, en fait. C'est ça le problème, c'est que y a énormément de choses qui ont été publiées sur les journaux, sur les quotidiens, les médias, la radio. D'ailleurs, une des premières thèses qui s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale en Belgique dans les années 70 est consacrée à la presse censurée en Belgique. Et c'est d'ailleurs cette historienne Else de Benz qui a vraiment la première qui a été explorer les sources de l'occupation, etc. Et donc, elle a étudié en détail la presse censurée. Plus récemment, Céline Ras s'est occupée de la radio censurée, Radio Bruxelles, Zender Bruxelles en néerlandais. Et donc il les étudie très en détail. Il y en a beaucoup qui sont intéressés aussi aux aspects culturels. Donc on a des études sur le théâtre, sur la littérature, sur le cinéma, beaucoup sur le cinéma évidemment. Mais ça reste assez fragmenté, parce que c'est fragmenté à la fois du côté thématique. C'est-à-dire oui, on s'intéresse à la propagande allemande, mais que sur un aspect particulier, hein, voilà, dans la littérature, dans la radio, dans la presse. Et on manque de cette vision d'ensemble, parce que donc, ces services de propagande allemande, ils apparaissent, mais toujours un peu en filigrane. Et parce qu'on ne s'intéresse pas vraiment à eux, on s'intéresse plutôt aux collaborateurs qui leur étaient subordonnés, en tout cas qui dépendaient d'eux. Et c'est ce qui manque, en fait. C'est le trou qu'on essaie de combler justement avec cette thèse. Mais cette fragmentation donc, fait qu'on manque de cette vision d'ensemble des services de propagande qui reste éloigné, où souvent on parle des Allemands, ou alors de la propagande allemande, comme si c'était un ensemble monolithique qui n'était pas du tout fracturé, alors qu'il l'est complètement, et c'est très difficile de s'y retrouver, et que les prises de décision ne sont pas du tout claires. Et donc c'est cette fragmentation-là thématique qui est problématique, mais aussi il y a une fragmentation régionale, c'est-à-dire que vu qu'on est sur deux pays, le nord de la France et Belgique, beaucoup d'ouvrages s'intéressent soit à l'un, soit à l'autre. Donc on a des ouvrages sur l'occupation du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais, beaucoup sur la Belgique évidemment, mais un historien en général, s'il travaille sur la Belgique, va exclure le Nord-Pas-de-Calais. Et aussi un problème pour cette région du Nord-Pas-de-Calais, c'est que quand un historien traite de l'occupation de la France, il va aussi avoir tendance à l'exclure, parce que c'est vraiment elle ne dépend pas de Paris, et elle a aussi un aspect différent, cette occupation est différente. Et donc il se retrouve aussi avec un manque d'historiographie finalement sur ce Nord-Pas-de-Calais. Et on a aussi des différences on a plutôt tendance à étudier la culture en Flandre, ou la culture dans les parties francophones de la Belgique. Et c'est aussi une fragmentation qui pose problème pour la vue d'ensemble. Maintenant, il est temps de rentrer concrètement dans le sujet, en commençant toujours par les définitions. Donc, ce service de propagande, la Propagandaabteilung, pourriez-vous nous donner une définition un peu générale de cela ? Quels sont ses objectifs dans les territoires où elle se déploie ? Oui, donc la Propagandaabteilung Belgien, c'est donc le département propagande belgique, hein, qui est installé dès l'arrivée donc de l'occupant en Belgique et dans le nord de la France, donc en mai-juin 1940. Bon, alors elle prendra plusieurs formes, mais bon, l'embryon en tout cas est déjà là. Et son rôle, c'est vraiment donc de s'emparer des médias, de contrôler en tout cas ces médias,
les différents secteurs culturels également, de les coordonner pour essayer d'offrir vraiment une sorte de message uniforme à la population occupée. Hein. Ils essayent vraiment d'obtenir, c'est un concept que j'utilise beaucoup dans ma thèse, le concept de monopole de la vérité. C'est-à-dire que pour que cette propagande soit, ça s'est développé notamment par l'historien Aristote Kallis dans son livre sur la propagande nazie, mais ils essayent vraiment de fournir à la population occupée une sorte une seule vision de leur réalité, hein, donc dans cette propagande, qui serait donc, ils essayent d'obtenir ce monopole de la vérité. Bon, ce sera compliqué, on le verra. Donc ça, c'est vraiment la mission de base de cette Propagandaabteilung, parce que elle joue aussi un rôle fondamental dans l'occupation, dans l'administration d'occupation, parce que l'occupant, qu'est-ce qu'il veut ? C'est maintenir le calme et l'ordre, hein, c'est vraiment leur politique du Ruhe und Ordnung, et en maintenant le calme et l'ordre, on a notamment la police qui va jouer évidemment plutôt la main de fer, et le gant de velours, ce sera plutôt la propagande, où voilà, on essaie de maintenir l'occupé occupé justement par d'autres... tant qu'il va au cinéma, tant qu'il se divertit, etc., il ne va pas entrer en résistance, et essayer, si on peut, le convaincre également du bien fondé du national-socialisme, de l'arrivée des Allemands et de la domination allemande de l'Europe. Si on arrive à le convaincre, c'est encore mieux, parce que ça permet évidemment de favoriser cette occupation, qui doit nécessiter le moins de personnel allemand possible, hein, parce que l'Allemagne est sur le front et domine presque la totalité de l'Europe, et a besoin d'un maximum de personnel ailleurs. Donc, si on peut administrer ces régions avec le moins d'efforts possible, c'est parfait. Et donc, cette administration, ce département de propagande se divise en une série de groupes, chacun chargé d'un secteur particulier. On a le groupe presse, qui s'occupe de la presse écrite, le groupe radio, le groupe film pour le cinéma, le groupe Kultur, donc groupe culture qui a plusieurs bureaux pour chaque secteur, hein, un bureau littérature, théâtre, musique et arts plastiques. Et aussi un groupe actif propaganda, qui lui qui est chargé de mener la propagande active, qui est vraiment c'est une méthode un peu plus dynamique de mener la propagande, c'est-à-dire de vraiment vendre l'idéologie nationale-socialiste et mener les campagnes de propagande avec l'impression de tracts, l'affichage d'affiches, la création de brochures, et d'événements plus importants comme des expositions, des conférences, des tournées aussi d'artistes allemands en Belgique, dans le nord de la France, etc. Et ils ont aussi une implantation territoriale, donc cette Propagandaabteilung installe aussi des antennes dans les grandes villes du territoire occupé, des Propagandastaffel, des escadrons de propagande, donc à Lille, à Gand, à Liège, à Charleroi, à Mons, à Anvers, etc. Donc, et eux vont vraiment adapter régionalement en fait le message de propagande. Et du coup, très pragmatiquement, vous parlez de contrôle des médias. Comment est-ce que ce service prend le contrôle des médias ou des milieux culturels qui préexistaient à l'occupation ? Mais en fait, elle en prend le contrôle déjà en installant des personnes qui lui sont favorables. En tout cas, elle essaye, notamment dans la presse, par exemple. Elle supprime évidemment, en tout cas, les journaux qui paraissaient avant la guerre ont cessé de paraître quand les Allemands arrivent dans le territoire occupé. Et ils choisissent de relancer certaines rédactions, mais évidemment, donc c'est ce qu'on appelle la presse volée, hein, donc ce sera les journaux qui sont relancés, mais avec une nouvelle rédaction, donc on garde le titre, hein, par exemple, le principal journal francophone, Le Soir, reparaît en s'appelant Le Soir, avec la même en-tête, il a la même illustration, mais par contre, les responsables derrière sont des personnes qui ont été sélectionnées, qui ont été par les services de propagande, mais pas seulement, par d'autres acteurs de l'occupation également, enfin d'autres acteurs allemands. C'est aussi très compliqué, qui a sélectionné qui, c'est aussi compliqué à déterminer, mais donc ils ont des journalistes qui sont censés leur être favorables, en tout cas, même si ça va changer au cours de l'occupation, parce que certains qui étaient intéressés de collaborer, en tout cas en 1940, ne le seront peut-être plus par la suite, hein, parce que le contexte évidemment est très différent entre l'été 1940 où l'Allemagne paraît invincible, a conquis une belle partie de l'Europe et a vaincu la France en 3 semaines, alors qu'elle paraît vraiment là, invincible, et à ce moment-là la résistance de la Grande-Bretagne paraît temporaire en tout cas, et donc c'est différent de collaborer à ce moment-là et de collaborer ensuite. Et on verra aussi qu'il y aura notamment des conflits internes entre les journalistes, ou même aussi les membres de la radio censurée, hein, les speakers, etc. Particulièrement à partir de 1942-1943, où il y aura vraiment des conflits sur cette vision aussi, parce que l'occupation se radicalise, elle change, et donc certains vont vouloir partir, vont vouloir quitter le navire à ce moment-là, et donc ça va aussi donner lieu
à des conflits, et ces départs vont souvent être remplacés par des collaborateurs beaucoup plus radicaux, qui vont aussi contribuer à radicaliser le message. Donc ça, c'est vraiment les techniques qu'ils utilisent dans le contrôle des médias, mais dans la culture, ils ont une approche différente. Déjà, ils ont une approche différente en fonction de quelle culture on parle, hein, parce que pour eux, déjà, il n'y a pas de culture belge, où ça n'existe pas. Pour eux, c'est plutôt... ils ont même eux développent le concept nazi de Volkstum. Ils parlent de Volkstum, c'est-à-dire vraiment de l'essence même de ce qu'est un peuple, en fait. Et pour eux, les Flamands, c'est un peuple, et les Wallons, c'en est un autre. Et donc, ils ont un Volkstum différent, et donc, ils ont une culture différente, parce que ce Volkstum englobe tout ce qui est le folklore, les traditions, la langue, la culture, et donc, vu qu'ils ont un Volkstum différent, ils ont des cultures différentes, donc il faut les traiter différemment. Donc il n'y a pas vraiment d'approche belge de la question. Déjà pour eux, le simple concept de Belgique n'existe pas, hein. C'est une construction politique pour eux, qui a essayé de rallier deux peuples qui n'avaient rien en commun. Et donc eux, justement, s'opposent plutôt à cette idée belge. Et notamment, et les Français du Nord aussi ont un traitement différent. Hein. Donc il y a vraiment pour eux 3 Volkstum dans leur région, ce qui complique la chose. Mais pour contrôler quand même ces aspects de la culture, ils vont essayer d'établir des corporations culturelles, des corporations pour gérer les artistes flamands, par exemple. Il y a une corporation pour ça. Ou le théâtre amateur. Parce qu'évidemment, le théâtre amateur, c'est des milliers de pratiquants que la censure allemande ne peut pas censurer elle-même. Et donc, elle va installer une corporation avec des collaborateurs en son sein qui se charge d'établir la censure du théâtre amateur. Il y aura une corporation pour le théâtre amateur en Flandre et une en Wallonie, qui sont donc scindées. Donc c'est souvent ça, les corporations sont en général scindées par le régime linguistique ou territorialement, hein, parce que par exemple, pour le cinéma c'est différent, il y a une guilde du film qui est créée, donc qui gère au niveau belge, mais le nord de la Flandre aura son propre syndicat des distributeurs de films et des propriétaires de cinéma, donc qui sera distinct de la corporation. Donc c'est assez complexe, mais c'est comme ça qu'ils essaient de contrôler la culture, vraiment via des corporations culturelles, à qui ils délèguent, en fait, à qui ils donnent des ordres, et à qui ils délèguent l'établissement vraiment d'une culture d'ordre nouveau, hein, avec établir la censure, et aussi favoriser les liens culturels entre le territoire occupé et l'Allemagne, surtout la Flandre, qui est considérée comme un territoire germanique, parce que les Flamands seraient de souche germanique. Et donc, ils vont aussi énormément se concentrer sur le soutien de la culture flamande, parce que pour eux, elle a été brimée par l'État belge par le passé, et qu'il est nécessaire de la faire refleurir, et notamment aussi de la rattacher à la culture germanique, et donc de renouer vraiment des liens avec le Reich. Et donc ça, c'est aussi une partie de la Flammenpolitik, hein, donc la politique flamande, que l'occupant avait déjà mis en place avant la Première Guerre mondiale, mais qu'il remet en place donc, pendant cette Seconde Guerre mondiale, avec évidemment des différences. Et si je ne suis pas trop long, il y a aussi un des aspects fondamentaux de la propagande sur lesquels elle dépend pour mettre en place ces politiques, c'est des groupes de collaboration, c'est des partis de collaboration, et ce sont des partis qui sont plutôt culturels, parce qu'elles se cachent toujours, hein, elles tentent toujours de se cacher à la vision, en tout cas de l'occupé. On essaie de cacher cette influence allemande, et donc on essaie toujours de se cacher derrière des organisations belges ou françaises, en tout cas, entre guillemets. Notamment, donc on l'a vu avec les corporations culturelles, et aussi avec des groupes de collaboration qui seront en Flandre, notamment la DVLAG, hein, la Deutsche Vlaamische Arbeitsgemeinschaft, donc la communauté de travail germano-flamande, qui vraiment est à la base une organisation culturelle qui va se charger de renouer les liens culturels entre Flandre et Allemagne, avec évidemment un soutien très 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 dense de la Propaganda-Abteilung. Hein. Les deux organisations vont travailler en commun, en tout cas au début, de façon très très étroite. Ils vont essayer de faire la même chose, parce que ça fonctionne très bien en Flandre. C'est en général comme ça que ça se passe. Hein. Ils essayent quelque chose en Flandre, ils sont très dynamiques en Flandre, et le Nord-Pas-de-Calais, la Wallonie, sont en général un peu laissés pour compte, parce qu'ils estiment dès le début qu'il y a moins d'ouverture à travailler avec eux. Donc vraiment, ils se concentrent sur la Flandre. Mais ensuite, ils voient que la DVLAG, ça fonctionne bien en Flandre. Ils vont essayer en Wallonie, en créant la communauté culturelle wallonne, qui aura le même rôle, hein, de vraiment développer à la fois un régionalisme wallon et culturel, et aussi de renouer donc, des liens entre Wallonie et Allemagne.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, ils vont essayer aussi en soutenant un groupe qui existait déjà, qui est le VVF, le Vlaamse Verbond van Frankrijk, donc vraiment l'Union flamande de France, qui est donc dirigée par notamment un ecclésiastique de français, l'abbé Gantois, et qui essaye de développer le passé culturel flamand de la région du nord de la France. Et donc, évidemment, les Allemands, quand ils arrivent, ils trouvent cette organisation. Ça arrange évidemment leurs affaires, et donc ils vont essayer de la soutenir. Mais rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ont un si faible écho dans la population que ça ne fonctionne pas. Et donc, vraiment, dans le Nord-Pas-de-Calais, ils seront toujours dans une sorte d'improvisation constante, et ne sauront jamais vraiment où se placer, et ils vont jamais vraiment trouver les interlocuteurs nécessaires pour travailler efficacement à la réorganisation de la culture. Dans votre thèse, vous proposez une approche inédite du sujet sous l'angle d'une étude prosopographique des officiers allemands chargés de ce service. Quel était votre objectif et qu'en tirez-vous finalement ? Oui, l'étude prosopographique, c'était vraiment un des prérequis dès que je suis arrivé dans ce projet. C'était une des idées centrales de cette thèse. C'était de savoir qui étaient les propagandistes finalement. Parce que de nouveau, comme je l'ai dit, souvent dans les livres, on se cache derrière les Allemands, cette vision monolithique de la propagande allemande. Alors que justement, on ne sait pas vraiment qui sont les acteurs de cette Propagandaabteilung, qui étaient leurs dirigeants, qui étaient les chefs de service, quelles étaient leur origine aussi. Et donc c'est vraiment l'idée de cette base de données que j'ai dressée, qui ressemble à environ 500 noms. Parce qu'il faut savoir que la Propagandaabteilung au début, c'est environ 350 hommes, qui est réduit vraiment à 90, donc en 1944. De ces 500 hommes qui sont en tout cas passés, donc officiers et simples soldats, vraiment, et aussi auxiliaires féminines, parce qu'il y a aussi toute une série d'auxiliaires féminines qui servent comme dactylo, comme auxiliaires, etc. Donc toute cette base de données vise à déterminer quelles sont l'origine donc biographique de ces acteurs, donc d'où ils viennent, quelle est leur éducation, quel métier ils font avant la guerre, quelles sont les langues qu'ils parlent, quelles sont leurs adhésions politiques, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'ils font aussi avant ou après de la Propagandaabteilung, s'ils sont dans l'armée, s'ils sont liés avec le ministère de la propagande de Goebbels, et surtout aussi très intéressant, ce qu'ils font après. Ce qu'ils font après avoir quitté la Propagandaabteilung, après la libération, mais aussi ce qu'ils font après la guerre. Est-ce qu'ils sont jugés, est-ce qu'ils sont poursuivis, ou est-ce que tout se passe bien pour eux? Donc c'était vraiment toutes ces questions qui étaient posées. Parce que ce qui est particulier aussi sur ces propagandistes, c'est qu'ils ont un rôle un peu spécial. Ils sont à la fois militaires, mais ils sont aussi propagandistes, et donc ils ont souvent un grade spécial d'auxiliaire de la Wehrmacht qu'on appelle le Sonderführer, qui est un grade en fait qui est donné à des civils qui sont engagés pour la durée de la guerre, pour leurs compétences en fait. Parce que ce qui apparaît grâce à cette prosopographie, c'est que ceux qui sont recrutés dans ces services de propagande, ils sont recrutés pour leur passé, leurs compétences évidemment professionnelles, ce qui aussi donne une grande influence du ministère de la propagande, parce qu'en général, s'ils sont journalistes, s'ils sont speakers à la radio, s'ils sont acteurs culturels, ils sont en général dépendants du ministère de la propagande, ce qui permet aussi donc à la propagande de Goebbels d'avoir une grosse influence sur cette Propagandaabteilung. Donc on voit que par exemple le groupe presse qui se charge de la presse écrite, ce sont des journalistes pour la plupart qui sont mobilisés. Pour le groupe radio, c'est des techniciens radio qui servaient dans le Reich ou des speakers. Dans la culture, ce sont eux-mêmes des spécialistes de la culture. Dans la musique, ce sont eux-mêmes des musicologues ou des connaisseurs, des artistes peintres pour les arts plastiques, etc. Et ce qui pose aussi la question de l'idéologie dans ces services de propagande. Est-ce qu'ils sont tous nazis ou pas? Est-ce qu'ils sont tous adhérents au parti nazi? Non, on voit qu'ils sont pas du tout tous adhérents au parti nazi. Et ça pose aussi la question de s'ils sont recrutés pour leurs compétences, est-ce qu'ils sont aussi recrutés pour leur idéologie? Et on apparaît que non, pas toujours, parce que justement, vu que le Reich occupe toute l'Europe, en tout cas une grosse partie de l'Europe, ils doivent déployer des appareils de propagande dans toute l'Europe occupée, et ils ont une base de personnel professionnel qui reste limitée. Et donc dès le début, dès l'arrivée en Belgique, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas assez d'hommes pour à la fois mobiliser les compagnies de propagande qui sont avec les troupes qui filment les combats, etc., mais aussi déployer un vaste appareil de propagande dans le Reich avec des antennes et le ministère de la propagande de Goebbels et dans l'Europe occupée. Donc ils ont vraiment un problème d'effectifs et donc ils peuvent pas être si regardants sur l'appartenance idéologique.
Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve notamment dans la Propagandenabteilung en Belgique. Il y a énormément d'anciens militants catholiques, hein, de membres du parti catholique avant 1933, avant la prise de pouvoir des nazis, et qui ont évidemment une approche très particulière. En général, ils sont très patriotes, hein, donc ils ont une sorte d'accommodation avec le pouvoir national-socialiste. Mais on verra qu'aussi Goebbels va être très méfiant parce qu'il les traitera toujours de catholiques. Hein, donc pour lui, ils seront toujours des gens à se méfier, mais il doit aussi les mobiliser parce qu'il n'a pas d'autres personnes à mettre en place. Et c'est d'ailleurs toujours un enjeu pour les postes de pouvoir qu'ils parviennent à mettre en place des fidèles, vraiment des nationaux socialistes convaincus et des bons propagandistes, ce qui va être compliqué à faire parce que notamment dans la culture, on verra que certains vont se montrer peut-être plus, vu qu'ils sont eux-mêmes artistes, ils vont peut-être se montrer plus proches de leurs confrères artistes que de la propagande nazie. Hein. On aura des tendances parfois à protéger. On a notamment un musicologue allemand donc, chargé de la musique en Belgique qui, après la guerre, il y aura beaucoup de témoignages d'acteurs, de musiciens belges qui vont le défendre pour dire que voilà, lui, il s'est jamais montré radical, a toujours essayé de garder un juste milieu, parce que lui était peut-être plus proche de ses confrères, on va dire, musiciens, que de vraiment la volonté de répandre, de réorganiser la culture. Et donc un des autres aspects donc, de cette prosopographie, c'est aussi la volonté de savoir ce qu'ils font après. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit que pour la plupart, tout se passe comme avant. Les journalistes reprennent leur travail de journaliste, en Allemagne, souvent en Allemagne de l'Ouest, où les auteurs reprennent la plume, les techniciens radio reprennent du travail à la radio. Il y a très peu de poursuites, il n'y a même aucune. En tout cas, la propagande, les Allemands qui ont fait de la propagande ne sont pas poursuivis parce que ce n'est pas jugé comme criminel. Ils sont jugés comme membres de l'armée allemande, donc pas poursuivis pour ça. Évidemment, ils doivent passer dans les procédures de dénazification en Allemagne après la guerre. Et donc, c'est d'ailleurs une source magnifique et une des principales sources biographiques parce que ils remplissent une fiche, en fait, pour dire ce qu'ils ont fait. Évidemment, c'est eux-mêmes qui la rédigent, donc il y en a plusieurs qui mentent, etc. Mais c'est une source de première main pour leur biographie. Et on voit qu'ils sont rarement poursuivis. Ils peuvent reprendre, en tout cas, en général, le cours de leur vie où ils l'avaient laissé. Ce qui sera, par contre, bien différent des collaborateurs qui ont travaillé avec eux, qui, eux, par contre, sont évidemment poursuivis pour traître. Enfin, ils sont considérés comme traîtres à leur pays. Donc, eux, il y aura vraiment des conséquences pour leur collaboration, alors que les Allemands qui sont servis, finalement, eux n'ont pas vraiment... ont pu reprendre le cours de leur vie, quoi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les méthodes d'influence, qu'elles soient plus ou moins discrètes, que ces hommes et ces femmes ont mis en place ? Oui, donc, comme je l'avais dit au début, c'est qu'ils essayent vraiment d'obtenir un monopole de la vérité. Ils essayent de construire une sorte de vérité favorable, évidemment, au Reich, à l'idée nationale-socialiste, et qui critique les ennemis allemands. Au début, c'est surtout évidemment les anglo-saxons, qui seraient les fauteurs de guerre, ce serait leur faute si la guerre a été déclenchée. C'est d'ailleurs eux qui ont déclaré la guerre, donc ce qui prouve qu'ils seraient les coupables, en tout cas, de cette nouvelle guerre mondiale. C'est en tout cas le message qu'ils essaient de véhiculer. Mais le problème, c'est qu'ils essayent de créer cette réalité, mais dès le début, et c'est ça le plus gros problème auquel la propagande allemande va devoir faire face, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de la vérité. Il n'y a aucun moment où ils vont vraiment l'avoir, sauf au début un peu. Mais très rapidement, notamment la propagande alliée, surtout les Britanniques, vont essayer justement de briser ce monopole de la vérité et de aussi se communiquer avec les occupés, notamment en mettant en place des émissions, la BBC qui émet vers l'Europe occupée, avec à partir de septembre 1940 des émissions faites par des Belges pour des Belges, et aussi on a le cas également en France. Donc ils arrivent et ils font aussi des largages de tracts réguliers. Donc ce monopole de la vérité, il est challengé dès le début. Et il y a aussi, petit à petit, une résistance qui se met en place, qui va aussi mettre en place ses propres canaux de communication, la presse clandestine, qui va aussi gagner en essor au fur et à mesure de l'occupation. Donc ce monopole de la vérité, il est vraiment très compliqué à mettre en place, et il ne le sera d'ailleurs jamais. Et donc la propagande allemande va toujours lutter pour maintenir ce monopole, parce qu'elle ne va jamais réussir à brouiller complètement la BBC, on ne va pas pouvoir empêcher les occupés de l'écouter, parce que si on confisque toutes les radios, alors ils peuvent pas écouter la radio censurée non plus. Donc c'est toujours aussi un débat qui fera court, parce que la radio censurée aura un réel succès jusqu'en 1942, moins que la presse d'ailleurs, la presse censurée qui elle, dès début 1941, on voit qu'il y a clairement
Les occupés sont conscients qu'elle est contrôlée par les Allemands, et donc évidemment ils ont vraiment un manque, enfin ils s'en distancent, même s'ils sont pas pour autant tout de suite très favorables à la propagande britannique, hein. On voit qu'il y a vraiment une méfiance. D'abord ils comparent, mais le simple fait de pouvoir comparer, ça vient briser une forme du message de propagande, parce que on voit notamment pendant la bataille d'Angleterre dès l'été 1940, ils comparent les chiffres de pertes et ils se rendent compte que les Allemands mentent, parce que selon eux ils ne perdent jamais rien, alors que les Britanniques, eux, reconnaissent des pertes, et donc ça les rend aussi on peut les croire plus davantage, parce qu'eux au moins ont l'air plus honnêtes, en tout cas ils en ont l'air. Mais donc au moins les occupés, le fait qu'ils puissent comparer, vient endommager cette propagande allemande, et aussi fait qu'une grosse partie de la population va tomber dans l'attentisme, hein, plutôt que ne va pas choisir de prendre parti. Donc on va pas tomber dans la collaboration avec l'occupant, ni dans la résistance totale. Vraiment, une grande partie de la population va rester attentiste, hein, même si ces franges d'adhésion vont changer au cours de l'occupation. Surtout que plus le message avance, plus la propagande allemande se radicalise, et se rend compte qu'elle perd encore plus d'auditorat, en tout cas parmi les occupés. Elle ne parle plus qu'à une minorité en fait, de collaborateurs déjà convaincus. Elle n'arrive pas à vraiment dépasser les rangs de ceux qui sont déjà favorables à l'occupant. Et aussi, elle reconnaît que, par contre, la propagande britannique, de plus en plus, la propagande alliée en général, en fait, a de plus en plus d'attrait, hein, même la presse clandestine aussi. Elle n'arrive pas à la lutter. D'ailleurs, la presse clandestine va faire un de ses plus grands coups d'éclat en novembre 1943, en parvenant à créer un faux soir, donc le journal Le Soir, qui est le principal journal francophone en Belgique. La résistance va créer une fausse édition du Soir, donc elle est pas, basée sur la même illustration, hein, la même mise en page, et va parvenir à l'insérer dans les canaux de communication officiels donc, de l'occupant. Donc le 11 novembre 1943, pour l'anniversaire de l'armistice, les occupés vont pouvoir lire Le Soir, mais qui sera constitué par la résistance. Donc évidemment, ce sera un énorme coup pour la propagande allemande, qui va courir après les éditions du Soir pour empêcher leur diffusion. Et la Gestapo va se lancer à la poursuite des créateurs, hein, qui vont d'ailleurs être pour la plupart interpellés. Mais bon, le mal est fait en tout cas. Et donc de plus en plus, les Allemands vont se rendre compte que la propagande ennemie, ce qu'eux estiment la propagande ennemie, a de plus en plus d'attrait, et la leur en a de moins en moins. Et donc ils vont de plus en plus avoir recours à des techniques de propagande noire, qui sont en fait où ils vont essayer donc de faire passer leur propagande pour de la propagande britannique ou de la propagande de la résistance, en mettant en place, parce que évidemment eux contrôlent ce que dit les Britanniques, de ce que dit la résistance. Ils lisent les tracts parachutés. Les sources montrent qu'ils les centralisent, donc ils les ramassent évidemment où ils sont parachutés, où ils sont largués, ils les traduisent, et donc pour voir ce que l'ennemi dit. Ils écoutent la BBC aussi, hein, pour pouvoir la contrer. Et petit à petit, ils vont commencer à mettre en place eux-mêmes des faux tracts alliés. Donc, pardon, on a des exemples de faux courriers de l'air, hein, le courrier de l'air qui était largué par la RAF, l'aviation britannique, au-dessus des territoires occupés. Ben, les Allemands vont les reprendre, et changer quelques messages dedans, et les redistribuer. Ou même faire complètement des faux tracts qu'ils font passer pour des tracts alliés. Ou même, ils vont mettre en place des faux journaux clandestins. Il y en aura un qui s'appelle « On les aura les Boches ». Mais en fait, donc on peut croire que c'est de la résistance, mais en fait non, le contenu, on le voit dans le contenu, c'est de la propagande allemande, parce qu'ils changent certains points. On voit que, par exemple, dans un courrier de l'air modifié, ce sera une photo d'un Britannique qui serre la main d'un soldat belge en Angleterre, en lui disant « Ah, ben, je suis vraiment heureux que tu seras le premier à mourir pour nous quand tu débarqueras en Europe. » Donc ils essaient vraiment de modifier les messages. Il y en a un qui est très très bien fait, et que même moi j'ai mis du temps à identifier comme allemand. C'est un tract qui parle du ravitaillement. Et donc c'est les directives alliées pour le ravitaillement lors de la libération. C'est comme ça qu'il s'appelle, en tout cas grosso modo. Et donc on voit, c'est très bien fait, voilà, quand les armées alliées arriveront, il faudra préparer ça. Mais puis quand on commence à lire entre les lignes, on se rend compte qu'ils disent, quand les armées alliées arriveront, tout le ravitaillement ira aux militaires, hein, donc la population devra se serrer la ceinture dans un contexte qui est déjà très tendu au niveau de l'alimentation. Et donc on voit quand on commence à lire entre les lignes que c'était totalement un message allemand, hein. Bon, qui est un peu évidemment gâché, parce qu'à la fin du tract, on voit qu'il est marqué « Ceci n'est pas de la propagande allemande ».
ce qui peut essayer d'être vendeur, mais bon, on voit qu'il y a vraiment un travail, vraiment une réflexion du côté de la propagande allemande pour mettre en place cette propagande noire et essayer d'atteindre les occupés par tous les moyens possibles, hein, et essayer de contrer cette propagande alliée dont ils ont vraiment du mal à combattre. Donc on voit à quel point c'est difficile justement d'essayer de maîtriser un peu l'opinion publique. Je l'avais vu moi, pour le nord de la France, le pro-britannisme reste quand même très fort, oui. Au moins par ce que certains historiens appelaient par germanophobie en fait. Mm-hmm. Vous y avez plus ou moins répondu, mais sentez-vous des variations en fonction des victoires ou des défaites allemandes sur le front, dans l'effet sur l'opinion publique Oui, on voit vraiment une différence, même si c'est moins lié, je dirais, aux victoires, en tout cas aux événements militaires. Ça l'est, mais pas totalement, parce qu'on voit que, comme je l'ai dit ici, on voit que l'opinion publique, oui, il est sous le choc en 1940, parce qu'il y a avec la victoire qui éclaire de l'armée allemande, on se dit, waouh, ils ont l'air vraiment invincibles, comment on va devoir faire avec, hein, je pense que... Donc il y a vraiment un choc, et donc là l'opinion publique est vraiment un peu anesthésiée, hein, et donc reste un peu apathique, et attend de voir en fait ce qui va se dérouler. Une fois que la résistance britannique apparaît comme durable, hein, on voit que l'île ne tombera pas, le débarquement allemand est annulé, la bataille d'Angleterre, les occupés, à force, la propagande allemande annonce un succès presque tous les jours, et donc à force évidemment quand ça dure plusieurs mois, les occupés commencent à se dire que c'est quand même bizarre. Parce que donc ce succès est toujours répété, mais donc la Grande-Bretagne est toujours debout, donc ça ne fonctionne pas. Et donc on voit que des alternatives, en tout cas à la victoire allemande, sont de plus en plus possibles. Et donc cette opinion publique va rester attentiste, mais on voit que même avant le début de l'invasion de l'Union soviétique, hein, donc qui sera quand même un tournant dans cette Seconde Guerre mondiale, les occupés ont déjà une grande méfiance vis-à-vis de la propagande allemande, et des médias qu'elle sait sous son contrôle. En tout cas qu'une partie des occupés sait sous son contrôle. Et petit à petit, ça va continuer comme ça, parce que au début de l'invasion de l'Union soviétique, évidemment, la propagande allemande va se montrer triomphale. On va mettre des grandes affiches avec des cartes gigantesques de l'Union soviétique pour montrer les progrès allemands, donc vraiment un ton très triomphal pendant l'été 1941. Mais même, on met souvent le tournant, je veux dire, à Stalingrad, mais on voit que dans l'opinion publique, comme Pierre Laborie l'avait observé pour la France, on voit qu'en Belgique, déjà fin 1941, quand cette campagne de Russie, de nouveau, tous ces triomphes font que en fait, Moscou n'est toujours pas tombé, qu'il y a toujours des armées russes, toujours des armées soviétiques devant l'armée allemande, et que finalement, l'échec de l'attaque de Moscou en décembre 1941, et puis la déclaration de guerre aux États-Unis, va vraiment marquer un tournant, parce que les occupés qui ont en tout cas des notions de géographie vont se rendre compte aussi que c'est très difficile pour une Allemagne qui est de nouveau attaquée sur deux fronts, face à aux plus grandes puissances mondiales. Ça va être difficile de remporter cette guerre. Et on voit que la propagande allemande en est consciente, et elle aussi abandonne ses tons un peu triomphants, et devient un peu plus défensive, hein. On voit que des brochures à partir de 1942, début 1942, c'est plus regardez nos grands succès militaires, c'est qui gagnera la guerre, point d'interrogation. Et alors là, dedans, ils essaient de prouver que, regardez, c'est impossible qu'on perde la guerre, parce que statistiquement, on contrôle toute l'Europe, on a plus de production que nos ennemis, etc. Mais on voit déjà qu'il y a un retrait, on arrête d'être triomphant, on se demande, tiens, on est un peu plus sur la défensive, et ça va continuer comme ça, en essayant de faire des bilans aussi, hein. Quand ils percent vers Stalingrad, ils relancent un peu ces idées de grandes cartes. Donc l'été 42, de nouveau, il y a un retour de ce ton triomphal qui est rapidement arrêté dans les ruines de Stalingrad. Et là, on passe plutôt au bilan été 1942. De nouveau, on ressort des statistiques pour montrer que les Russes ont perdu plus d'hommes que nous, donc on va gagner, on contrôle toute l'Ukraine, etc. Ils essayent de prouver par A plus B, avec l'aide des statistiques, ou le nombre de bateaux alliés qui ont été coulés, etc. Mais c'est de plus en plus défensif. Et après, cette propagande défensive va devenir de plus en plus importante. Surtout que tout ce qui est le projet culturel qu'il lance, hein, donc vraiment ce développement d'un rapprochement culturel avec l'Allemagne, est aussi mis à mal par les défaites allemandes qui commencent à s'amonceler, parce qu'il y a beaucoup moins de moyens à partir de 1943, beaucoup moins de moyens qui sont accordés à ce projet culturel. Et même en fin 1943, c'est carrément le groupe culture de la Propagandaabteilung qui est démantelé, parce qu'il faut envoyer ces hommes ailleurs, à des endroits
plus importants, notamment en Italie, où il faut créer une nouvelle Propagandenabteilung parce que l'Italie est occupée, vu qu'elle a désormais changé de camp. Et donc on voit qu'ils abandonnent carrément ce projet culturel et ils restent vraiment sur une propagande beaucoup plus militaire, mais très défensive jusqu'à la fin. Hein. On essaye aussi de prévoir cette invasion pendant toute l'année 43 et 44, le débarquement qui vient, etc. C'est aussi de plus en plus compliqué pour eux. Le V de Victoria, c'est totalement effrité et il n'y a plus personne pour le tenir. Oui, voilà, exactement. Surtout que la propagande des V, ils se sont lancés, enfin, ils ont essayé de la contrer eux-mêmes en 1941 et ça va pas très bien fonctionner. Comme en France, ils n'y parviennent pas non plus. Et... Alors du coup, en activité annexe à votre thèse, non sans lien cependant, et j'en témoigne pour l'avoir vu, vous avez construit et alimenté une collection de lettres de soldats de la Wehrmacht assez incroyable. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous l'avez constituée, comment vous la traitez, quels objectifs vous avez avec cette collection ? Oui, donc là c'est vraiment oui, c'est un projet que j'avais lancé même avant ma thèse, hein, donc ce projet un peu de sauvegarde en tout cas et de constitution vraiment d'un fonds d'archives de ces lettres de soldats allemands, de ces correspondances. C'était en fait c'est un projet qui s'est lancé un peu par hasard. C'est quand j'étais à un marché aux puces en Alsace il y a ça presque 10 ans, où je suis tombé par hasard sur une famille allemande qui vendait donc dans une boîte à chaussures les lettres d'un soldat allemand avec ses photos, etc. que j'ai pu récupérer donc pour une bouchée de pain. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait vraiment donc des archives privées, donc ces correspondances qui circulent sur le marché de la collection, sur les marchés aux puces, sur Internet, qui sont vendus, etc. Et qui sont pas accessibles aux historiens. Et surtout que quand ça m'a permis de commencer à apprendre l'allemand, en fait, de traduire ces lettres. J'avais commencé par ce soldat que j'avais trouvé par hasard, et je me suis rendu compte que c'était des témoignages super intéressants parce que ça documente énormément de choses. Hein. Déjà, le rapport à la guerre, hein, le rapport du soldat allemand à la guerre, au national-socialisme, ça questionne énormément de choses, et ça aussi, ça documente la réalité du front, les conditions de vie sur le front, aussi un peu la propagande, aussi, on peut y voir le relais de messages de propagande, mais aussi des témoignages de première main sur les combats, sur la situation sur le front. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de centres d'archives qui ont documenté, et s'ils en ont dans leur collection, c'est très peu par rapport à la somme, en tout cas, des correspondances rien que pour l'armée allemande qui ont été envoyées. On estime qu'il y aurait en plus d'1 milliard de lettres et de colis qui ont été envoyés par les troupes allemandes pendant la guerre, et donc il y en a très peu. On voit que le musée de la collection à Berlin en a environ 16 000 par exemple, mais bon, c'est très peu par rapport à la totalité. Et donc j'ai entrepris d'essayer de récupérer donc ces lettres un peu partout. Maintenant, j'en suis à une collection d'environ 7000 lettres, hein, d'environ 1 millier de soldats différents. Donc évidemment, il y a des fonds où il y a énormément de lettres d'un soldat, parfois il n'y en a qu'une. Et l'idée, c'est justement de pouvoir les sortir de ce marché de la collection, où des vendeurs ont surtout l'attrait du gain, enfin l'appât du gain, hein, donc on achète un lot de lettres, on les vend séparément pour pouvoir se faire plus d'argent, hein, ou même on prend un album photo, on en arrache les photos pour les vendre séparément. C'est catastrophique pour l'historien, hein, mais ce sont les archives privées qui sont perdues. Donc d'essayer d'en sauver en tout cas un maximum, et de pouvoir justement les offrir à la recherche, les présenter donc, et les rendre accessibles aux historiens. Et c'est notamment l'idée du carnet hypothèse que j'ai lancé il y a maintenant un peu moins d'1 an, qui s'appelle Feldpost Studies, hein, donc Feldpost comme la correspondance allemande, hein, la poste des armées, Feldpost. Et c'est là-dedans déjà pour montrer aussi tout l'attrait de ces lettres, de ce qu'elles peuvent apporter, ce qu'elles peuvent documenter. Donc c'est l'idée vraiment générale là derrière. Donc, du coup, si vous possédez des lettres de soldats allemands et souhaitez les confier entre de bonnes mains, vous pouvez écrire à Louis Fortan ou travailler sur des lettres. Et on mettra le lien du carnet hypothèse de toute façon dans la description de l'épisode. Et si c'est des historiens qui veulent aussi mobiliser des lettres dans leur recherche, évidemment qu'ils me contactent aussi. Voilà, l'appel est lancé. Il nous reste à vous remercier beaucoup. Merci beaucoup, Louis. C'était vraiment intéressant. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Istémé de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.